Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Bienvenue en Ile-de-France, votre rendez-vous quotidien consacré à votre région et diffusé comme tous les jours sur Le Figaro TV. Dès le 5 juillet, il sera possible de se baigner dans la Seine. Une bonne nouvelle, sauf pour les très nombreux bateaux qui y circulent. Risque-t-on l'embouteillage? Je poserai la question à mes trois invités, François-Marie Didier, Dan Angelescu et Guylain de Richecourt. Je vous les présente dans un instant. C'est l'histoire d'un jeune sans argent venu tenter sa chance à Paris. Bel ami de Maupassant se joue en ce moment au théâtre du Lucernaire. Une histoire qui peut encore peut-être nous parler aujourd'hui, vous verrez. Enfin, l'association UFC Que Choisir lance une application mobile. Objectif, mieux informer les consommateurs des substances toxiques présentes dans certains produits. Cette explication s'appelle « Quel produit ?» et nous la testerons en direct. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. C'était une promesse des Jeux Olympiques. L'ouverture de la baignade dans la Seine. 3 sites de baignade gratuits ouvriront au public le 5 juillet, 2 dans la Marne, donc 2 en plus dans la Marne dès la fin juin. Bonne nouvelle, me direz-vous, sauf peut-être pour le trafic fluvial où ça peut poser quelques soucis. Il va en être question car plusieurs centaines de bateaux traversent Paris tous les jours. 3 invités autour de moi pour en parler, je vous les présente. Bonjour Dan Angelescu. Bonjour. Vous êtes PDG et directeur de recherche et développement de Fludion, entreprise spécialisée dans l'instrumentation de l'analyse de l'eau. François-Marie Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris Les Républicains, président du SIAP. Le SIAP, c'est le syndicat interdépartemental qui exploite notamment les 2 plus grandes usines de d'épuration de la capitale. On va bien sûr en parler. Et puis Guylain de Richecourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes propriétaire des Vedettes du Pont-Neuf et de Canorama. Peut-être que les personnes qui ont déjà fait des croisières sur la Seine ont déjà entendu parler de ces 2 noms. D'abord, où vont être situés ces fameux lieux de baignade dont je vous parlais à l'instant? Je vous propose de regarder cette petite carte pour bien les situer. Il y aura dans Paris Intramuros 3 sites. Le premier situé au Bras-Marie, à proximité de Paris-Plage, donc. Le deuxième au port de Grenelle, dans le 15e arrondissement, face à l'île aux Cygnes. Et le troisième à Bercy, dans le 12e arrondissement, face à la Bibliothèque nationale de France. Je précise que 2 autres sites seront ouverts également, regardez, dans la Marne. Je précise que ces 2 autres sites seront toutefois payants. L'entrée sera payante et d'autres emplacements sont également à l'étude. La baignade dans Paris, c'était une promesse des JO, plutôt une bonne nouvelle. Donc je vous propose d'écouter à ce propos Anne Hidalgo. C'était au moment où elle annonçait ce fameux plan baignade pour cet été. Écoutez. Résultat. L'idée de poursuivre, c'est ce que nous avions dit d'ailleurs pendant les Jeux, c'est que la baignade en Seine pour les Jeux n'était pas une fin en soi. C'était un moment extraordinaire et très plaisant et de grande visibilité pour le savoir-faire français partout dans le monde. Mais pour nous, c'était du durable. C'était du durable, dit la maire de Paris. Dan Angelescu, je me tourne vers vous, ça a été un gros débat au moment des Jeux, on se rappelle, hein, baignable, pas baignable la Seine. Est-ce que la qualité de l'eau, aujourd'hui, de la Seine, elle est suffisante pour permettre la baignade ? C'est difficile de donner une réponse comme ça parce qu'il y a différents aspects de la qualité de l'eau dont on peut parler. Principalement, ce qui nous concerne, c'est la qualité microbiologique, donc la présence de bactéries et d'autres pathogènes, de virus dans l'eau, qui peuvent venir de sources très variées. Ça peut venir de mauvais branchements de maisons au réseau pluvial, ça peut venir de déverseurs d'orage, ça peut venir d'un traitement insuffisant des eaux usées ou de bateaux, logements qui déversent des eaux usées dans la Seine. Donc il y a plein de facteurs qui jouent. Il y a plein de facteurs qui jouent et bon, il y a aussi des facteurs qui tiennent de ce qu'on mesure réellement. Donc nous, on mesure une bactérie qui s'appelle l'Escherichia coli, qui était fameuse pendant les Jeux Olympiques. On a parlé des concentrations de E. coli. Et en effet, c'est un indicateur de contamination fécale. Donc on mesure ça parce qu'on ne peut pas mesurer absolument tous les virus qui peuvent causer une maladie. Et on considère que la concentration d'Escherichia coli est plus ou moins corrélée avec le risque de maladie suite à la baignade dans une eau contaminée. Mais c'est quand même réglementé, j'imagine, la qualité des eau de baignade. Il y a une directive.
européenne. Il y a une directive, alors je viens vers vous, François-Marie Didier, donc je rappelle que vous présidez le SIAP, le syndicat interdépartemental, j'y arriverai, qui gère les eaux usées. Alors même question, elle est baignable la Seine aujourd'hui? On l'a démontré l'année dernière, on s'est baigné pour les Jeux Olympiques, donc évidemment qu'elle sera baignable cet été. Je rappelle que le plan baignade, on a beaucoup parlé du montant et du coût que certains ont jugé parfois excessif des investissements qui ont été réalisés, mais les investissements... 500 millions pour le SIAP. Le SIAP, c'est 500 millions, c'est à peu près un tiers. C'était le deuxième contributeur financier après l'État. Ce qu'on a fait, ça va durer 100 ans. C'est beaucoup d'investissements sur les réseaux. Et si je souhaiterais évidemment rassurer les franciliens qui nous écoutent nombreux, je l'espère, on est plutôt très bon en France sur ce sujet de l'assainissement. Les eaux usées, c'est quoi? C'est les eaux de chez vous, les eaux des toilettes, finalement, qu'on ne rejette pas, contrairement à ce qu'avait dit la députée Sandrine Rousseau, députée de Paris, directement dans la Seine. C'est collecté, ça va dans des usines, et ce qu'on a fait pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on est allé plus loin dans le traitement, en amont de Paris, c'est-à-dire qu'on a désinfecté les eaux usées. C'était dans 2 de nos usines en amont de Paris, une à Noisy-le-Grand qui se jette dans la Marne, et puis une à Valenton qui se jette dans la Seine. On est allé plus loin que le traitement, et donc du coup on a divisé par 1000 les bactéries qui sortaient auparavant de nos usines. Donc, qu'est-ce qu'ont permis concrètement les investissements qui ont été faits avant les JO et dont on bénéficie du coup aujourd'hui? Je vais être très simple, il y a eu 2 types d'investissements. Il y a eu des investissements par temps sec, c'est-à-dire quand il ne pleut pas, c'est la désinfection dans nos usines en amont de Paris, et puis la correction des mauvais branchements, ce que vous rappeliez monsieur, c'est-à-dire finalement des eaux usées qui vont dans le mauvais tuyau. Et ça partait directement dans nos rivières, alors que ça devait partir dans nos usines pour être traité et dépollué. Mais typiquement, les toilettes qui partent dans le mauvais tuyau et qui se jettent dans la Seine. Voilà. Et puis après, il y a tant de puits, on a beaucoup parlé des bassins, notamment le bassin d'Austerlitz. On a rajouté dans des endroits très stratégiques où il y avait des pollutions, c'est-à-dire qu'on rejetait des eaux pluviales et qui étaient parfois mélangées aux eaux usées, donc qui allaient directement dans la rivière. On a construit des bassins de stockage de ces eaux de pluie pour stocker ces eaux et ensuite les renvoyer vers les usines d'épuration pour qu'elles soient traitées. C'est à peu près 150 à 200 000 mètres cubes de bassins supplémentaires sur les 3 millions de mètres cubes de bassins de stockage existants déjà en Ile-de-France. Pourquoi est-ce que ça pose un problème quand il pleut? On l'a beaucoup entendu ça aussi au moment des JO, et ce sera encore le cas aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Dan Angelescu. Quand il pleut concrètement, l'eau est plus polluée, mais à cause de quoi? En effet, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un réseau unitaire à Paris, principalement. Après, il y a des communes qui ont des réseaux séparatifs. Ce qui veut dire qu'à Paris, l'eau de pluie et les eaux usées ménagères arrivent dans les mêmes tuyaux et normalement arrivent dans une usine de traitement où elles sont traitées. Ça a l'avantage qu'on peut traiter plein de pollutions qui sont dans les eaux de pluie, mais quand il pleut trop, en effet, les tuyaux qui vont vers l'usine de traitement ne sont pas suffisants pour porter tous ces eaux. Donc, il y a trop de quantités d'eau qui arrivent en un seul coup, on n'arrive pas à la traiter. Et du coup, on est obligé de la déverser quelque part et les déverser cette quantité normalement dans la rivière. Maintenant, il y a eu cette construction des bassins de rétention qui permet d'avoir un tampon. Donc ce bassin, il va se remplir d'abord avant de rejeter dans la Seine si la quantité de pluie est trop importante. Le SIAP gère tous les jours 2,5 milliards de litres d'eau usée par jour. Ça, c'est ce qu'on traite dans nos usines, dans nos 6 usines en Ile-de-France, dont les 2, une à Valenton et une dans le Val-de-Marne et une dans les Yvelines, sont les 2 plus grandes en Europe. Et celle dans les Yvelines est la 2e plus grande du monde. C'est une usine qui a 80 ans. Donc, je veux dire, le plan baignade, c'est une décision en 2016. Mais le SIAP, nous, ça fait 50 ans, enfin, depuis qu'on existe, qu'on travaille sur ces sujets. Et donc, on parlait tout à l'heure des déversoirs d'orage. Quand il y a trop d'eau, et notamment quand il pleut, nos réseaux, ils ne peuvent plus absorber cette eau. Et donc, pour pas qu'ils explosent, on a des déversoirs d'orage. Et comme le disait monsieur, on mélange des eaux pluviales avec des eaux usées. Et donc, c'est là où il y a des bactéries. Et c'est pour ça que, quand on parle de baignade, finalement, on parle de bactéries fécales. Enfin, c'est ça le sujet. Et donc, le fait d'avoir ce grand puits de stockage, ça permet d'éviter ce problème-là.
quand on souhaite que la Seine, que Paris soit une station balnéaire, on applique ce qui se passe dans les stations balnéaires françaises. Et moi, ma grand-mère me disait toujours, ne va pas te baigner dans les 2 ou 3 jours qui suivent un orage. Et c'était sur la côte. Ma grand-mère me disait ça aussi. Et voilà. Et donc en fait, c'est ce raisonnement qu'il faut avoir. Donc quand il pleut, c'est ce qu'on a eu pendant les tests Events il y a 2 ans. Il a beaucoup plu et donc là on n'a pas pu réaliser les tests Events avant les Jeux Olympiques. Donc ce qui veut dire que là concrètement le 5 juillet il y aura 3 points de baignade dans Paris, mais si jamais il se met à pleuvoir beaucoup, la baignade sera interdite. Ce sera comme à Marseille, comme à Biarritz ou n'importe quelle ville côtière française. Il y aura un drapeau, enfin je veux dire on aura la météo des plages, des sites que vous indiquez. Et donc ça c'est par les analyses qu'on doit réaliser pour dire que c'est possible ou pas. Donc ça tient justement à ces analyses, puisque la réglementation porte sur le nombre de bactéries indicatrices de Escherichia coli par 100 ml d'eau. Donc il y a un niveau, si on le dépasse, généralement l'eau est considérée de qualité insuffisante pour la baignade, donc il faut fermer la baignade. Et donc la problématique de ces bactéries, c'est que la mesure de laboratoire aujourd'hui, qui est appliquée dans les réglementations, elle dure 24 heures à peu près, voire plus. Donc on ne peut pas savoir immédiatement quelle est la qualité de l'eau. On ne peut pas savoir en temps réel quelle est cette qualité. On ne peut pas savoir en temps réel, mais on peut le savoir avec les nouvelles technologies, on peut le savoir en quelques heures, donc beaucoup plus vite que ce que les laboratoires mesurent aujourd'hui. Et il y a un autre aspect, que les laboratoires utilisent des techniques qui datent d'il y a 40-50 ans et qui ne sont plus à jour comparées à la science qui a évolué. Donc maintenant, on sait beaucoup plus de choses sur la qualité de l'eau qu'on ne savait pas même il y a 10 ans. Et on sait par exemple que ce qu'on mesure en termes de bactéries indicatrices de la contamination fécale compte quasiment que les bactéries libres si on a un agrégat ou une particule qui fécale. Et c'est le cas justement quand on a des déversements d'orage, les laboratoires ne savent pas compter ça. Donc là, il faut de nouvelles technologies comme celles que nous développons. Alors attendez, ce qui veut dire, parce qu'on parle de matière fécale, moi c'est justement l'inquiétude à propos de ces lieux de baignade, concrètement c'est de se dire, bon, si demain je plonge dans la Seine et que c'est autorisé, est-ce que je vais me retrouver face à, une matière fécale en train de flotter dans la Seine, oui ou non? Non, parce que le système de l'assainissement, c'est que les eaux usées, elles partent de chez vous, elles vont dans des égouts, ensuite dans des grandes canalisations, et ça va dans nos usines. Et donc là, l'eau est traitée, donc il n'y a pas de matière, a priori, sauf rares exceptions. Sauf raccordement qui ne serait pas complètement. Je ne peux pas laisser dire que les laboratoires, et notamment ceux du SIAP qui sont habilités qu'OFRAC, ou ceux d'autres Paris qui ont réalisé, notamment l'année dernière, toutes les analyses pour dire ou pas si on pouvait se baigner, qu'on n'est pas à la page et qu'on est. Enfin, on est un service public, on investit énormément d'argent public, justement. Et de manière générale, mais c'est vrai que ça prend 24 heures ou 48 heures, effectivement. Ça, en revanche, ça c'est un délai. Il y a un délai peut-être à cause des techniques, mais pour mesurer la qualité de l'eau. Il est compressible avec de nouvelles technologies. Mais les technologies utilisées par les laboratoires aujourd'hui, oui, elles sont incompressibles et ça dure l'analyse. Voilà, ça dure 24 heures typiquement du moment de prélèvement jusqu'à avoir le résultat, voire plus. De manière générale, François-Marie Didier, est-ce que la Seine aujourd'hui est plus propre qu'il y a 20 ou 30 ans? On entend souvent cette rengaine, je n'ai pas pu aller les vérifier pour cette émission, qu'aujourd'hui on retrouve des poissons, alors des silures principalement dans la Seine, et même des moules qui n'existaient plus, des espèces de moules qui n'existaient plus. Ça, c'est tout le traitement qu'on a fait sur l'azote, le phosphore, je ne vais pas rentrer dans la technique. Mais ce que les Franciliens doivent comprendre, c'est que depuis 50 ans, on a investi des milliards d'euros dans nos réseaux d'assainissement pour faire qu'on ne nettoie pas la Seine, on ne la salit pas. C'est ça le sujet du plan baignade. Donc évidemment que la qualité de l'eau, elle est bien meilleure. Il y avait quasiment plus d'espèces de poissons il y a 30 ans. Il y en a aujourd'hui 36 dans la Seine et 39 dans la Marne. Avec, il n'y a pas que des silures, je peux vous dire, il y a des perches cendrées, enfin il y a vraiment... On peut pêcher autre chose que ces énormes poissons très moches. Même si on ne peut pas les manger, je tiens à le rappeler. Donc on a amélioré évidemment grandement la qualité de l'eau de la Seine. Et là, avec ce qu'on a fait sur le plan baignade, c'est ce que vous disiez, monsieur, c'est vraiment sur la question bactériologique, donc E. coli et les entérocoques intestinaux, qu'on essaie de supprimer. Donc ça, c'est l'héritage des JO pour cet été. C'est tout ce qui a été réalisé pendant 8 ans, jusqu'à l'année dernière, et qui sera remis en place cet été. Ensuite, il y aura l'aval de Paris, c'est-à-dire après Paris, donc les Hauts-de-Seine, peut-être demain les Yvelines. Et là, ce ne sera pas l'héritage des Jeux Olympiques, mais clairement un deuxième plan baignade avec aussi des investissements, mais
qui vont dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'eau, parce qu'aujourd'hui, les Franciliens et les Français en général, ils veulent avoir une rivière propre. Demain, on traitera aussi des micro-polluants dans nos usines. Je sors un peu du sujet, mais je veux dire, les Français, je pense, sont... si on leur explique clairement et qu'on est très pédagogue sur ce qu'on fait, et on ne va pas sourire en France, on est les meilleurs. En Angleterre, c'est 300 milliards d'euros qui vont devoir être investis parce que leurs rivières sont totalement polluées, parce qu'ils rejettent n'importe quoi dans... Donc on a investi, ils n'ont pas de station d'épuration. Voilà, et on va continuer à investir, bien sûr, parce que l'idée c'est qu'on puisse se baigner à Paris, mais pas que à Paris. Alors voilà pour Paris-Plage, voilà pour cette baignade, sauf que ces nouveaux lieux de baignade dans Paris intramuros ne sont pas sans conséquences sur le trafic fluvial. Voilà l'explication de Didier Léandri, le président des entreprises fluviales de France. Je vous propose de voir sa déclaration. La navigation, explique-t-il, sera coupée en deux entre le bras principal et le bras Marie. Alors attention, accrochez-vous, on va essayer de détailler ça. Si ce dernier est fermé pour permettre la baignade, les bateaux de croisière devront emprunter le bras principal déjà soumis à une circulation alternée. Cela risque de provoquer des embouteillages fluviaux. Alors essayons de comprendre, je vous le disais, c'est un peu complexe. Voici une carte de l'endroit concerné, de l'endroit où principalement les difficultés vont se regrouper. On parle du bras de baignade qui se situe au niveau du bras Marie. Cette circulation, elle est déjà très dense et très complexe aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Guylaine Richecourt. Alors déjà, beaucoup de personnes l'ignorent, mais en réalité, il y a une circulation alternée sur ce bras de Seine. Alors, il y a deux bras, comme vous le voyez sur la carte. Vous avez le bras Marie et le bras principal qui est au Pont-Saint-Louis à peu près. Donc on arrive aujourd'hui à se partager la navigation entre les bateaux de croisière qui prennent ce bras Marie et le fret en général qui prend le bras principal. Si on ferme le bras Marie, on envoie tout le monde dans le bras principal et donc on est obligé de mettre une circulation alternée ou de trouver d'autres systèmes d'interdiction de navigation pour que tout le monde passe à peu près en même temps si c'est possible. Et donc concrètement, ces lieux de baignade, ils vont avoir un impact direct sur le trafic fluvial. Alors c'est un impact direct puisque la fermeture est prévue tous les matins pour le bras Marie en semaine et le dimanche complet durant la période de juillet-août. Ça veut dire que durant cette période, des mesures particulières ont été prises par le préfet de région pour limiter la circulation du fret. Alors le dimanche c'est plus facile, il y a moins de navigation que les autres jours, mais il faut se rappeler que Paris passe notamment toute la récolte de céréales qui a été récoltée en amont de la Seine. Donc on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut et il y a des contraintes un peu particulières. Donc... Oui, il y a des contraintes très très fortes sur cette navigation, par exemple en termes de vitesse, en termes de... On ne peut pas faire par exemple faire demi-tour je crois sur ce bras de Seine, c'est impossible. Alors celui-là il est beaucoup trop étroit, c'est clair. Un peu plus en aval, on peut le faire sans grande difficulté, ou plus facilement en tout cas. C'est tout ça qu'il faut arriver à mettre en cohérence, et c'est un énorme travail au niveau de la profession pour maintenir à la fois les nouveaux usages, dont la baignade, qui est nouveau et qu'on a initié l'année dernière, et les anciens usages qui sont à la fois la navigation de commerce et la navigation, on va dire, touristique, qui est important. Il faut se rappeler qu'à Paris, on a 8 à 9 millions de personnes par an qui empruntent nos bateaux. C'est gigantesque. Le bras Marie dont on vient de parler, c'est en saison, on a une activité très saisonnière évidemment, c'est 40 à 50 bateaux par heure qui passent. Donc il faut que tout ça coïncide à peu près. Oui, donc c'est phénoménal en termes de... C'est énorme et c'est très compliqué à gérer. Et cette gestion des usages à la fois baignade, navigation et autres est très difficile à organiser. Alors, en même temps, durant les JO, le trafic avait été restreint, il y avait déjà eu beaucoup de contraintes, c'était l'été dernier, ça s'était pourtant globalement bien passé. Ça se passe toujours très bien quand on interdit à la navigation. Effectivement, la mixité des usages est plus simple à gérer. C'est plus simple. Ça avait été complètement interdit et donc du coup il n'y avait pas de sujet, c'est ça ? Durant les épreuves, on avait complètement interdit la navigation bien sûr, et durant les pétitions, il y avait un certain nombre de choses qui avaient contraint notre exploitation. C'est pour ça que nous on a une année d'exploitation 2024 très compliquée. Tous les efforts qu'on a faits, et qui étaient parfaitement légitimes au niveau de l'organisation des JO, se sont soldés par une année compliquée. Donc on essaye, et on a beaucoup travaillé en concertation avec la mairie de Paris et la préfecture de région pour essayer de trouver un compromis qui permette de ne pas reproduire toutes les contraintes qu'on a eues en 2024, tout en maintenant une baignade qui n'était pas en place l'année dernière. Donc le plan baignade qui a été annoncé, ce qui est en place aujourd'hui, c'est le résultat d'un compromis. C'est un compromis. Je crois que vous avez d'ailleurs amené le texte, un de ces textes avec vous, mais donc c'est un compromis. Est-ce qu'il vous satisfait ce compromis ? Comme tout compromis, il n'est pas pleinement satisfaisant. C'est un compromis.
On a trouvé un modus vivendi pour l'année 2025 et on a prévu pour l'année 2026 de trouver de nouveaux emplacements. Comme vous l'avez montré sur votre diagramme, c'est le bras-marie qui pose un problème. Les autres points sont à peu près satisfaisants. Oui. Une organisation spécifique a été mise en place qui correspond à peu près aux impératifs de chacun. Donc il est prévu pour 2026 de supprimer le bras-marie et d'installer une baignade, peut-être également dans le bras-marie, mais en tout cas à d'autres endroits qui ont moins d'impact sur la navigation. Oui, parce qu'en attendant, du coup, ce bras-marie qui ouvrira le 5 juillet, ce point de baignade, il ne sera ouvert que le matin en semaine et de manière un peu plus large le dimanche, c'est ça? Quasiment toute la journée le dimanche. C'était un souhait fort et qui est parfaitement légitime de la mairie de Paris, quand on fait de la baignade, de dire le dimanche après-midi, c'est quelque chose d'important. Sauf que pour nous, en termes de navigation, on va dire touristique, c'est le jour le plus chargé de l'année. Donc ça veut dire que vous allez perdre de l'argent? Donc ça veut dire qu'on va perdre de l'argent et ça veut dire qu'on a des contraintes d'exploitation assez fortes. Heureusement, et comme on le disait à l'instant, le préfet de région a réussi à mettre tout le monde autour de la table et à organiser un système qui finalement permet de préserver l'essentiel. Alors le problème sur ce sujet, c'est aussi concrètement de savoir qui décide. Je vous propose d'écouter à ce propos Marc Guillaume, le préfet de Paris. On aura quelques jours de fermeture, c'est certain, il ne faut pas s'attendre, mais exactement comme en bord de mer, de temps en temps, la plage est fermée. Voilà. Mais les travaux qui ont été faits, qui s'additionnent aux efforts faits pour les JO, rendent optimistes. Voilà, il est optimiste, le préfet, mais alors si vous n'avez pas complètement compris la façon dont il a décrit les choses, c'est normal, la situation est assez floue. Concrètement, aujourd'hui, la mairie de Paris n'a pas l'autorité complète pour définir ce qui se passe sur la Seine. Elle a l'autorité, par contre, sur les berges. François-Marie Didier, c'est bien ça? Moi, ce que je peux dire là-dessus, effectivement, il faut un seul pilote sur les analyses, qui les réalise, qui décide qu'on puisse aller se baigner ou pas. Voilà. Je crois que Marc Guillaume, préfet de région, a démontré l'année dernière qu'il était rassembleur. On n'a pas eu de problème pour les Jeux Olympiques parce que, grâce à tous les efforts qu'il a menés, il a réussi à mettre autour de la table tous les acteurs. C'est un homme plus que de compromis, c'est un homme d'action et je pense qu'on a eu de la chance d'avoir Marc Guillaume pour la réussite des Jeux Olympiques l'année dernière et la réussite du plan baignade. Je peux en témoigner parce que je travaille avec lui de façon excellente depuis 3 ans. Donc il a réussi à mettre tout le monde à table. Et puis il va au fond des sujets, il les connaît même techniquement sur des sujets très, très techniques comme ceux du SIAP dans le cadre du plan baignade. Donc moi, en tout cas, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que effectivement, ce soit le préfet de région, ou en tout cas que tout ça soit sous sa responsabilité et que c'est lui qui dirige. Il a démontré qu'il en était capable et avec brio, vu la réussite des Jeux Olympiques l'année dernière, et avec les contraintes des uns et des autres. Mais idéalement, votre connaissance, est-ce que ce serait possible que la Seine et ses berges soient gérées de manière unifiée? Légalement, on est un petit peu dans une zone floue en réalité. Vous savez, il y a un débat, là je vais sortir de mon rôle de président du SIAP, mais je suis élu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un moment, il y a un débat sur certaines agences ou certains organismes étatiques, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Où est VNF, où est Aropa? Voilà, moi je crois qu'aujourd'hui... La Voie navigable de France. Voilà, navigable de France, voilà. Mais, sur ces sujets, je veux dire, on discute, chacun doit prendre aussi sa part de responsabilité. Dans quel sens? Vous me demandez qui doit gérer les berges. Bon, Voie navigable de France, Aropa Port de Paris. Personne. Vous posez la question à un Parisien dans la rue, il sait peut-être pas ce que c'est Voie navigable de France. Il sait pas quelle est sa mission. Où sont-ils aujourd'hui? Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour ce sujet qui est problématique pour certaines activités touristiques ou économiques, parce que la Seine c'est un fleuve certes vivant mais aussi dynamique et c'est une vie économique qui est très importante pour notre région. Je crois qu'aujourd'hui ça devrait être effectivement organisé par le préfet de région. Après, avec l'organisation qu'il souhaite. Mais c'est lui qui il a démontré qu'il avait réussi les Jeux Olympiques l'année dernière. Je pense que ça tient beaucoup évidemment à sa personne, mais je crois que il faut qu'on ait un responsable, un pilote. Voilà. Alors, vous parlez de responsable et de pilote. François-Marie Didier, vous êtes conseiller de Paris, conseiller Les Républicains. Sous cette casquette-là, comment est-ce que vous jugez justement la façon dont la mairie de Paris a réparti ces différents lieux de baignade? Est-ce que pour vous c'était fait d'une bonne manière, avec suffisamment de concertation, ou bien peut-être un petit peu dans la précipitation je crois qu'il y a un accord unanime de la part d'ailleurs de
de maires d'opposition, comme le maire du 15e, qui est ravi d'avoir sa plage dans le 15e. Là encore, il y a eu, au départ, il y avait 49 sites qui avaient été décidés par la PUR, qui est l'atelier d'urbanisme de la ville de Paris. C'était en 2016, 49 sites, partout sur le territoire de la métropole. Là, aujourd'hui, on est à peu près 5 sur la Marne, 3 sur la Seine, qui sont évidemment à Paris. Je parle de l'héritage et ce qui se passera cet été, parce qu'il y aura d'autres sites après, évidemment. Peut-être davantage de sites de baignade ouvriront. Il y a eu des études. Effectivement, peut-être que sur le Bras-Marie, c'est problématique pour la circulation des bateaux, parce que c'est plus étroit. Et donc là, je pense qu'il y a des discussions. Et il faut aussi préserver l'emploi et le dynamisme économique et le tourisme de notre ville, qui fait vivre notre ville. Effectivement, j'encourage certainement, là je sors c'est vraiment l'élu qui vous parle, mais il faudra voir comment les choses se passent cet été et qu'il y ait de nouvelles discussions qui soient organisées, et je le redis, par le préfet de région, et puis qui soient évaluées. On peut dire, que la concertation a eu lieu. Alors les sites de baignade ont été décidés en amont, ça c'est clair, mais ensuite, ça fait 1 an et demi qu'on discute avec toutes les autorités que vous venez de citer pour essayer de trouver le meilleur compromis possible. Et en fait, on se rend compte que quand il y a un nouvel usage et une volonté ferme de la mairie de Paris parfaitement compréhensible, ça vient se juxtaposer à des choses qui existent et que personne ne connaît. Je prends l'exemple, par exemple, de nos bateaux. Personne n'a en tête qu'aujourd'hui, 40% de notre flotte a été verdie, largement dans un engagement qui était lié aux Jeux Olympiques, mais que nous continuons aujourd'hui. Quand vous dites verdi, c'est-à-dire que 40% de votre flotte est passée en électrique, c'est ça ? Ou hybride. Hybride. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément du 100% pour des raisons techniques qu'on ne va pas développer ici, mais tout le monde est allé dans ce sens, et avec un vrai projet de longue haleine de toute la profession pour, au-delà de la propreté des eaux pour la baignade ou autre, c'est pas que pour la baignade bien sûr, c'est pour limiter la pollution, limiter les nuisances, et finalement pour la satisfaction de tous, cet écosystème qui est largement méconnu, le nombre de personnes qui naviguent sur la Seine ou qui profitent de nos bateaux, était très ancien, mais largement occulté, parce que la mairie de Paris, en fait, n'avait pas forcément une vision très claire de ce qu'on pouvait faire de la Seine. Il faut se rappeler quand même que Paris est une des seules villes d'Europe, il y en a 3, dont le blason est un bateau. Donc la navigation dans Paris est ancienne et il faut aujourd'hui le conserver, l'intégrer. Et donc quand il y a un nouvel usage, il faut arriver à trouver une façon que tout fonctionne à peu près correctement. Alors, je voulais aussi vous poser la question, Guylaine Réchcourt. Jeudi dernier, dans la nuit, un bateau a percuté le pont de l'île Saint-Denis. Incident a priori sans gravité, mais la circulation des bateaux a été interrompue à ce moment-là. Est-ce que le trafic fluvial dans Paris est dangereux? Est-ce que vous avez dû prendre des précautions particulières? Il y avait déjà eu un premier accident en 2023 à 2 péniches restaurants qui étaient entrés en collision. L'enquête avait finalement conclu une erreur de manœuvre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un point d'attention pour vous? Alors, c'est bien sûr un point d'attention. Alors, j'insiste, on dit que c'est dangereux. Il y a des accidents, comme toute circulation, il y a des impondérables, il y a des aléas, il y a un certain nombre de choses. Il y a des problématiques de courant qu'on n'a pas évoquées, mais notamment pour la baignade, c'est un sujet, parce que quand il pleut beaucoup, le niveau de l'eau monte, et forcément, c'est beaucoup plus dangereux, ou en tout cas plus aléatoire. Surtout entraîner potentiellement, en bateau comme en baignade. Absolument. Donc, il y a des accidents, je dirais plutôt des incidents, parce que de mémoire, ça fait des dizaines d'années qu'il n'y a pas eu de mort liée à la navigation fluviale. C'est vrai qu'il y a quelquefois ou des pannes, des avaries, comme ça arrive un peu dans le monde entier. Vu la densité du trafic, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Alors on a une autorité de tutelle, là encore sous du préfet de région, qui contrôle de façon de plus en plus stricte la sécurité à bord de nos bateaux, et c'est un point essentiel. Et la régulation du trafic qu'on a évoqué tout à l'heure est aussi un point qui aujourd'hui est fait par nous et entre nous. Il y a un système de VHF qui fait que chaque bateau qui s'annonce prévient de ce qu'il est en train de faire pour essayer d'optimiser le trafic et éviter les... Autrement dit par radio, je traduis... Oui, absolument. C'est une radio qui permet de prévenir, évidemment, quand il y a une avarie, et de s'auto-gérer de façon extrêmement efficace. Et c'est tous ces points qui ont été largement renforcés au moment des JO et qui perdurent, bien sûr, aujourd'hui. François-Marie Didier, il y a des bateaux de passagers qui passent bien sûr sur la Seine, il y a aussi beaucoup de fret. En 2023, 18 millions de tonnes ont transité par la Seine. On voit d'ailleurs parfois passer ces gros porte-conteneurs avec différentes marques. Est-ce que pour vous, il faudrait augmenter ce trafic? Est-ce que c'est possible? Là, je ne suis pas expert sur le transport
fluviale, mais évidemment c'est une voie... c'est mieux d'avoir des bateaux, surtout si on arrive à verdir des flottes. Alors là, on parle de transport de passagers, mais évidemment, c'est mieux d'utiliser ce fleuve, hein, qui a toujours été utilisé par des bateaux, vous le rappeliez, et le blason de la ville de Paris en témoigne, que d'avoir des camions qui circulent dans la rue, dans la ville même. Donc nous, le SIAP, on a beaucoup de réactifs qui arrivent par bateau, puisque nos usines sont évidemment à proximité des fleuves. Mais je ne sais pas si après la Seine peut absorber comment ça se passe aujourd'hui, une grande densité de transport. Là, je me tourne plutôt... Alors, comment ça se passe aujourd'hui, cette coordination entre d'un côté les frettes, les bateaux de fret, et de l'autre les bateaux de passagers? Vous avez des coordinations? Comment ça se passe? Il n'y a pas de coordination spécifique. On s'insère tous dans un même trafic. D'où la difficulté quand on regroupe tout le monde sur le même point de passage assez étroit. C'est évidemment très compliqué. Pour l'instant, on est autorégulé et c'est une très bonne chose, je crois. On s'attend tous à ce qu'il y ait une augmentation du trafic. Je vous rappelle qu'on est en train de connecter la Seine au port de Nord, hein, le canal Seine-Nord. Donc, il y a une tendance très lourde à l'augmentation du trafic qui est complètement ou largement antinomique avec des baignades qui bloquent la navigation. Donc c'est ce compromis qu'il faut qu'on arrive à trouver dans une tendance lourde qui est l'augmentation du trafic, parce que c'est un transport qui est écologique, non bruyant, qui laisse de la place évidemment en surface pour d'autres activités. Donc, mais il y a un conflit des usages, il y a un conflit d'usage qui va arriver. C'est clair. Bon, et irez-vous vous baigner dans la Seine, messieurs, le 5 juillet prochain? Peut-être. Nous, on a les instruments qui nous diront si on peut se baigner ou pas. Et donc, on va leur faire confiance. Vous leur ferez confiance. Et je précise, parce qu'on nous en a déjà fait leur reproche, que techniquement, c'est Lyon qui traverse Paris, voilà, mais, car c'est bien le fleuve le plus important en amont, mais l'usage veut bien sûr qu'on parle de la Seine, et je vous renvoie vers les articles du Figaro à ce sujet. Merci Guylaine Riscourt, Dan Angelescu et François-Marie Didier. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus nous en parler. Je vous propose à présent de nous téléporter dans le Paris du 19e siècle. Et c'est un classique de la littérature française qui se retrouve à nouveau sur les planches. Deux invités avec moi pour parler de leur dernière création. Bonjour tout d'abord Claudie Russo-Pelosi. Bonjour. Et bonjour Aurélien Rénal. Bonjour. Vous êtes respectivement la metteuse en scène et l'acteur principal de la pièce Bel-Ami. Ça se joue en ce moment au Théâtre du Lucernaire et jusqu'au 27 juillet prochain. Cette pièce raconte, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est celle de Georges Duroy, surnommé Bel-Ami, un jeune provincial ambitieux. Il arrive à Paris sans ressources, mais avec une volonté farouche de réussir. Et c'est vous qui l'incarnez, Aurélien Rénal. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage manipulateur, ce Bel-Ami? Ah oui, complètement, oui. Manipulateur, séducteur, arriviste, cupide. Il n'a pas énormément de qualités. Pour réussir, j'entends. Ouais, c'est ça. Et en plus, un grand égocentrique, voire même quelqu'un qui vit un vrai égo-trip, que ce soit en se voyant dans le miroir ou en voyant comment les gens le regardent. Je pense qu'il est dans une planète où il est le roi. Il prospère, ce Bel-Ami, par la séduction, notamment par la séduction de femmes qui vont petit à petit l'aider dans l'ombre dans sa carrière. C'est un peu un anti-héros, on pourrait dire ça? Comment est-ce que vous le percevez, vous qui l'incarnez sur scène? Oui, alors ce terme-là, je me souviens de l'avoir... ma prof de français me le disait beaucoup à l'école, mais je le trouve un peu nébuleux. En fait, c'est un odieux personnage. Je pense que c'est plus clair comme terme parce que il n'a pas de morale, il est sans foi ni loi, il se sert notamment des femmes pour arriver à ses fins. Donc, ouais, anti-héros, oui, c'est un terme un peu générique, mais c'est un beau... Un bel enfoiré. Voilà, je n'osais le dire. Alors, il va par ailleurs devenir journaliste, ce Bel-Ami, oui. Mais pas exactement un journaliste du meilleur genre. Déjà, il rédige pas ses articles, c'est sa femme qui le fait pour lui parce que je pense qu'il n'a aucune qualité pour le faire lui-même. Mais là où il est bon, c'est qu'il sait s'entourer des personnes compétentes pour arriver à ses fins. Et s'il a une qualité, c'est lire les qualités des autres pour pouvoir les exploiter à son avantage, je pense. Claudie Russo-Pelosi, c'est pas la première fois que vous vous attaquez à un classique de la littérature française, vous l'aviez déjà fait avec L'écume des jours. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces grands classiques ? Oui, c'est vrai que L'écume des jours, le premier spectacle qu'on a mis en scène, je crois que pour le coup, pour Maupassant, c'est la capacité qu'il a de nous faire voyager dans cette vie parisienne des années 1880. Et du coup, ça me donnait tout de suite envie de
redessiner ces rues de Paris de 1880 en 2025. Et puis je trouve que ce sont deux histoires qui sont tout à fait originales, qui m'ont transportée dans l'air du temps. Et puis les personnages aussi sont vraiment originaux et très particuliers et assez complexes, du coup, surtout pour le cas de Bel-Ami. Donc c'est encore plus intéressant de les mettre en scène, en tout cas sur une scène de théâtre. Alors je vous propose de regarder la bande-annonce, en tout cas un extrait plus exactement, de cette pièce et on se retrouve juste après. Bien. Et ne pensez pas que je vais écrire tous vos articles. Non, non. Maintenant, signez, s'il vous plaît. Mais signez donc! Voilà, c'est comme ça qu'on écrit un article, mon cher. Lisez la vie française! La vie française! Il était si excité à l'idée de voir son article imprimé que son cœur se mit à battre jusqu'à ce qu'il lut en bas d'une colonne en grosses lettres « Georges du roi !» Il voulait crier de tous ses poumons comme le font certains hommes sur les boulevards « Lisez la vie française! La vie française !» Et il marchait fièrement, la tête haute, et sentait de légers frissons sur sa peau, ces frissons froids que procurent les immenses bonheurs. Et il avait cette envie d'arrêter les passants pour leur dire « Mais achetez ça, il y a un article de moi dedans !» Et il prenait lui-même plaisir à lire son propre article bien en vue, dans un endroit public. Très bien! Oh là là, très bien! Monsieur, vous oubliez votre journal. Je vous le laisse. Il y a d'ailleurs un article très intéressant dedans. Un article très intéressant à lire et une pièce très intéressante, ça s'appelle Bel-Ami, c'est au théâtre du Lucernaire et avec moi toujours en plateau pour en parler, Claudie Rissot-Pelosi et Aurélien Reynald, metteuse en scène et acteur de cette pièce. Dans cette histoire, l'influence, l'image l'emporte quasi toujours systématiquement sur les principes. Maupassant écrit ça au 19e siècle, on a l'impression de se retrouver en France en 2025. Ah oui. Oui, c'est effectivement, même si ça a été écrit en 1880 et publié en 1885, je trouve que cette histoire résonne encore aujourd'hui tant que c'est un miroir et un reflet de la société. C'est très très actuel, il y a beaucoup de sujets toujours très très actuels. Et c'est peut-être aussi le début de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui finalement, avec un individualisme grandissant, le capitalisme qui commence un peu à être la norme. Donc oui, forcément, il y a plein d'échos à ça. Et puis l'écriture de Maupassant est très concrète et réaliste, donc on parle toujours à peu près comme ça aujourd'hui. Donc je pense que le parallèle entre les deux années fonctionne, effectivement. Alors il faut aussi parler du décor de cette pièce, parce que tout bouge en permanence sur des roulettes comme sur un plateau, ça crée un sacré rythme. Quelle était l'idée? C'est un petit peu de fonctionner quasi comme en plan séquence au cinéma, de mettre du mouvement? Oui, j'aime bien cette idée de cinéma justement parce que dans Bel-Ami, on voyage vraiment d'un lieu à un autre. C'est-à-dire qu'en vrai, en mise en scène, c'est très très compliqué, surtout de résumer tout d'un livre de 500 pages avec plein de lieux, plein de personnages en un spectacle d'1h20. Et avec une troupe limitée, enfin je veux dire, il n'y a pas des centaines d'acteurs sur scène. Bien sûr, du coup oui, j'ai fait ce choix effectivement de choisir un minimum de décors que les personnages effectivement déplacent au fur et à mesure des scènes. Et effectivement, ça contribue aussi beaucoup au rythme du spectacle. Le livre concrètement, plus de 500 pages, vous l'avez découpé en séquences, comment vous avez procédé? Figurez-vous, j'ai très peu de souvenirs parce que j'étais adolescente. C'était il y a très très longtemps, quand j'ai lu le livre en fait. Et c'est vrai qu'au fil des années, j'ai dû faire des choix pour mettre en avant plus ou moins les personnages ou les scènes ou les chapitres, etc. Mais c'est vrai qu'il faut forcément faire des choix dans ce livre qui a de nombreuses pages pour un extrait, en tout cas pour un spectacle d'1h20. Oui, on est obligé de condenser, j'imagine. Oui. Aurélien Reynald, vous portez par ailleurs un très beau haut de forme dans cette pièce. Je tiens à dire, d'ailleurs, on l'a vu. Un mot sur les costumes. Alors, je ne sais pas dire qu'ils sont d'époque, mais vous avez essayé, en tout cas avec les costumes, de restituer l'esprit d'une époque? Oui, exactement. Et puis pour le coup, c'est ça qui est bien avec les costumes d'époque, c'est que déjà au moment où on les enfile, des pieds à la tête, on a déjà une autre façon de se tenir. Et si vous voulez, derrière, le personnage, il est déjà là. Nous, on n'a pas besoin de surligner une tenue. Quand on porte une queue de pie, des chaussures de ville, on est déjà un petit peu mieux tenu que je l'étais juste avant d'en parler. Donc c'est vrai que... Oui, en en parlant, je vous voyais vous redresser comme si vous portiez le haut de forme. Ça, ça fait partie des avantages du métier d'acteur de pouvoir... renfiler ce genre de costume. Et pour les robes aussi, pour les femmes, c'est tout autre chose. C'est un corset à mettre, c'est effectivement une stature différente. Enfin, les costumes, en tout cas, je pense que pour vous, ça contribue beaucoup à la manière d'être sur scène déjà.
Alors on avait beaucoup parlé, il y a de ça quelques temps, des illusions perdues de Balzac au moment de son adaptation au cinéma. Là on est dans Bel Ami de Maupassant, mais c'est deux histoires qui sont finalement assez proches. Oui, c'est vrai. Après, on parle surtout d'un personnage où l'arrivisme est grandissant au fur et à mesure. C'est pas forcément exactement les mêmes techniques. Et puis, je trouve que dans Bel Ami, surtout, il y a une question d'un monde d'apparence extrême, dans le sens où vraiment il porte plus ou moins ses masques, il adapte chaque masque en fonction de chaque situation, chaque interlocuteur. Je trouve qu'il est plus mise en avant, en tout cas dans cette branche-là d'arrivisme. Et puis, en fait, normalement, pour ce genre de personnage, on a la montée, l'ascension sociale, et à un moment, le coup près qui tombe et la sanction. Oui. La petite différence. Alors, ne révélez pas la fin quand même. Je ne révèle pas la fin, mais il mériterait une sanction plus épicée, on va dire. Ouais. Par ailleurs, c'est amusant que vous en parliez de son évolution, Aurélien Raynal, parce que il prend, on le voit d'ailleurs dans la pièce, il prend au fur et à mesure confiance. Votre personnage, au début, il est un peu hésitant, il est un provincial, il débarque à Paris, et puis, petit à petit, il est de plus en plus assuré, de plus en plus ignoble aussi, on va le dire. Comment est-ce que vous avez travaillé sur l'évolution de ce personnage au fur et à mesure de la pièce ? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que, pour être très honnête, au début des répétitions, je pense que je suis un petit peu tombé dans le piège de le rendre justement très naïf, très fébrile au début, et à la fin d'arriver à une espèce de méchant machiavélique. Mais en fait, les choses se font quand même un petit peu plus en nuance, et finalement, même s'il n'a pas les codes quand il arrive à Paris, et il est un peu perdu dans ce monde-là, mais je pense qu'en lui, il a déjà, comme dit Maupassant, la graine du gredin, donc effectivement, il est un petit peu plus hésitant. Tout est déjà là dès le début, c'est ça ? Ouais, ouais. Et c'est juste qu'il arrive dans un terrain fertile pour pouvoir développer cette graine machiavélique, un petit peu. Est-ce que vous vous êtes permis, l'un comme l'autre, d'aller regarder des adaptations précédentes de Bel Ami de Maupassant, parce que c'est un classique de la littérature française, il y a déjà eu d'autres déclinaisons, plus ou moins réussies d'ailleurs, c'est pas le sujet. Oui. Est-ce que vous êtes allé regarder ce qui avait pu se faire par le passé ? Au cinéma, oui. Après, je trouve ça bien que chaque version de Bel Ami a sa patte, ou en tout cas, toutes les versions mettent en avant un sujet, une chose. Donc oui, je me suis intéressée, mais après, voilà, pour notre adaptation, j'ai voulu mettre en avant certains sujets plus que d'autres. Je pense que, voilà, quand on fait une version, une adaptation, on fait des choix, en fait, de ce qu'on veut mettre en avant, plus ou moins. Et vous, Aurélien Raynal, vous avez été regarder ce que peut-être vos illustres prédécesseurs, la façon dont ils ont pu incarner le personnage ? Alors, j'ai vu notamment celui avec Robert Pattinson et Uma Thurman. En film, donc ? En film. Oui. Qui n'était pas très réussi. Non, mais qui, en fait... je me permets cette incise. Mais... Je suis tout à fait d'accord. Et pour continuer un petit peu sur cette caricature-là, c'est très américain, en fait. Et là où moi, j'ai pu tomber dans des défauts de binarité, je trouve que Robert Pattinson, en plus à cette époque-là, est un peu dans sa période Twilight, séducteur, je fronce les sourcils. Je pense que ça mérite plus de nuances et que c'est pas une histoire binaire, c'est pas juste un salaud ou juste un pauvre provincial ou juste un arriviste. C'est plein de choses qui se mélangent à la fois. Et dans cette adaptation-là, j'avoue que j'ai pas retrouvé ce que j'aime dans le livre. Donc vous avez composé autre chose. Encore un mot, Aurélien Raynal, on parlait tout à l'heure du fait que ça bouge beaucoup sur scène, il y a du mouvement en permanence. Ça, en tant que... Alors, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup plus en tout cas dans les mises en scène ces dernières années. Est-ce que ça, en tant qu'acteur, c'est plus compliqué ? Je veux dire, j'imagine que c'est assez sportif quand même d'être tout le temps en mouvement. Alors c'est sportif et il faut retenir cette espèce de grande chorégraphie d'1h20 et tout le parcours du personnage sur scène, entrée, sortie, je me mets là, je me place là. Mais une fois qu'on a ingéré ça, en fait, c'est beaucoup plus facile derrière de se jeter dedans parce qu'une fois que j'ai mes repères, mon parcours, moi, j'ai plus qu'à jouer, en fait. Et du coup, cette mise en scène ultra tonique qu'a fait Claudie est extrêmement aidante pour moi. Et maintenant, avant de jouer, je me jette dans mon toboggan et je sais où je dois arriver. Et à l'intérieur, je fais mon parcours. Et vous vous embarquez dans l'histoire comme un toboggan. Claudie Russo-Pelosi, est-ce que vous avez d'autres adaptations de grands classiques de la littérature actuellement en cours ? Non, pour le coup, non, pas encore. Non, j'aimerais beaucoup faire des créations. Je suis déjà sur plusieurs idées, notamment sur le Club des 27 et aussi sur le métro. Mais, le Club des 27, ces fameux rockers. Oui, ces artistes qui sont malheureusement décédés à l'âge de 27 ans.
qui me tient très à cœur, et une autre pièce aussi, mais pour le coup, ce sont des créations, effectivement. Ce ne sont pas des adaptations de romans, en tout cas. Donc potentiellement alors d'autres choses, mais enfin qui sait, la littérature française, on verra bien. une fois qu'on y mord, généralement on y revient. Mais merci beaucoup en tout cas Claudie Risso-Pelosi et Aurélien Raynal. Vous êtes respectivement donc la metteuse en scène et le personnage principal, l'acteur principal de cette pièce. Ça s'appelle Bel Ami, ça se joue au théâtre du Lucernaire. Je parle sous votre contrôle, mais c'est je crois les mardis, samedis et dimanches. Et c'est jusqu'au 27 juillet. Merci à tous les deux. Je vous parle à présent d'une nouvelle application mobile pour faire vos courses. Et il ne s'agit pas de faire des listes de courses, mais bel et bien de faire la chasse aux produits polluants. Bonjour Olivier Arnaud. Bonjour. Olivier Andro, pardon. C'est ça. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission alimentaire à l'UFC Que Choisir. Alors le constat que vous faites à l'UFC Que Choisir, c'est que trop de substances indésirables pour notre santé se retrouvent encore trop souvent dans les produits que nous consommons au quotidien. C'est notamment vrai, par exemple, dans les produits cosmétiques. Effectivement, dans les produits cosmétiques, on a par exemple... Alors tout d'abord, il faut indiquer qu'il y a de grandes améliorations ces dernières années, mais il y a encore 3 familles de produits où on trouve toujours des additifs, certains ingrédients qui sont autorisés par la réglementation européenne, mais qui posent des problèmes potentiels sanitaires. On peut citer notamment les ambres solaires, crème solaire, on a de l'ordre de 20%, un produit sur 5 dans lequel on trouve au moins une ou plusieurs de ces substances problématiques. Les rouges à lèvres et baumes à lèvres, c'est 40%. Et puis bien sûr, les teintures capillaires, où là on est de l'ordre de 80% d'entre elles qui contiennent des produits vraiment problématiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle des contenus des produits problématiques ? Bien, ça va être souvent des additifs, dans le cas des produits alimentaires, ça va être des ingrédients, donc, qui vont constituer une grande partie de la matrice des produits dans le cas des produits cosmétiques ou dans le cas des produits détergents, et sur lesquels, alors même qu'ils ont été autorisés selon une procédure normée au niveau européen, eh bien, après leur autorisation, des études réellement indépendantes vont mettre en évidence des problèmes de santé. Et le problème, c'est qu'entre le moment où il y a les premières alertes de la part des scientifiques et le moment où les procédures européennes vont restreindre, voire interdire l'utilisation de ces ingrédients, eh bien, ça va prendre jusqu'à 10 ans, par exemple, s'agissant de la MIT, la méthylisothiazolinone, c'est qui est un conservateur qui était ubiquitaire dans tous les produits cosmétiques il y a encore quelques années. Alors, pour faire la chasse à ces produits, vous avez lancé une application gratuite et participative, elle s'appelle Quel produit ? Alors, l'objectif de cette application, concrètement, c'est de mieux informer le consommateur. Et c'est ça, c'est-à-dire que dans l'attente de l'amélioration, on l'espère, du cadre réglementaire, nous, on considère qu'on ne peut pas laisser le consommateur sans outil. Et donc, on veut donner l'information sur la présence de ces composés. Donc, c'est tout notre staff d'ingénieurs qui a rebalayé toutes les études bibliographiques récentes, indépendantes sur les composés qui sont autorisés dans la réglementation européenne et qui leur ont donné une note qui va de vert à rouge, en passant par le jaune et l'orange, qui est fonction de 2 choses. Tout d'abord, du niveau de gravité potentiel de ce qui est mis en évidence par ces études indépendantes, et puis du niveau de preuve. Et donc, en combinant les deux, donc on a cette couleur qui est immédiatement compréhensible. Donc ça permet aux consommateurs de reprendre la main, puisque en fait, on a, il faut le savoir, une obligation d'indiquer la liste de composition. Vous voyez, ici, c'est tout petit. De produits. Et puis, si jamais vous prenez vos lunettes... vous prenez les lunettes pour le lire. Oui. Et même avec mes lunettes, j'ai quand même beaucoup... J'arrive pas à le lire. Et puis, vous avez des ingrédients avec des noms qui sont parfaitement barbares. Oui. C'est pas l'information dont a besoin le consommateur. Donc nous, on fait une traduction immédiate et experte de la présence de ces composés. Alors concrètement, je vous propose de voir avec vous comment fonctionne cette application. Je l'ai téléchargée, je vous propose de faire un test. Alors je précise qu'il faut d'abord il faut télécharger l'application, bien sûr, et puis il faut créer un compte. Ce que j'ai fait en amont de cette émission. Donc cette application s'appelle Quel produit ? Concrètement, on la lance et puis il suffit de scanner le produit en question. Par exemple, sur un des produits que vous avez amené. Je vais faire le test en direct. Donc je prends le produit, je le scanne. Donc il s'agit là de soins de lèvres anti-dessèchement, je le précise. Là j'ai directement sur l'application quelque chose qui m'apparaît et qui m'indique un risque significatif. Si je clique, alors il m'indique un risque significatif. Là on va essayer attendez, je vais rescanner et je vais tenter du coup de le montrer à l'écran. Voilà, j'ai un risque significatif qui m'apparaît juste en dessous. Et si je clique, j'ai le détail qui va apparaître. Il va m'expliquer pourquoi il y a un risque significatif, en l'occurrence
pour quel type de profil, que ce soit pour des tout petits, des femmes enceintes ou des adultes. Ici, c'est un risque lié à la Cera microcrystallina. Qu'est-ce que c'est cette molécule? Alors, il faut savoir que jusqu'à il y a peu de temps, c'était un des ingrédients principaux des rouges à lèvres et des baumes à lèvres. C'est la matière un petit peu grasse et assez consistant qui constitue l'essentiel de ces produits. Eh bien, ce sont des produits pétroliers, donc des cires et des huiles microcristallines, dans lesquelles eh bien, il peut y avoir certains composés qui peuvent s'accumuler dans les ganglions et potentiellement être à l'origine notamment d'inflammation. Il faut savoir que les femmes, notamment, qui vont utiliser potentiellement quotidiennement des rouges à lèvres au cours de la vie, peuvent ingérer involontairement des kilos de ces substances. Oui, parce que c'est un produit, un ingrédient qui par ailleurs est banni dans les produits alimentaires. Effectivement. Mais on peut quand même le retrouver potentiellement dans des baumes aux lèvres. Effectivement, on peut le retrouver dans des baumes à lèvres, ça constituait l'ingrédient principal. Alors, la bonne nouvelle, c'est que toujours avec notre application, une fois que vous avez identifié la présence d'un risque, notre recommandation, bien sûr, c'est de ne pas prendre ce produit et d'en prendre un autre. Et là, vous avez, c'est la bonne nouvelle, plein d'autres produits qui, eux, sont indemnes de ces substances indésirables et qui vont être notés verts, par exemple, par notre application. Oui, là, par exemple, typiquement, on me propose un substitut, on me propose un masque de nuit lèvres à la fraise. Ah, voilà. Je ne citerai pas la marque en question, mais on me signale qu'il n'y a aucun risque identifié à ce jour. Voilà. J'ai 2-3 produits qui s'affichent comme ça. Concrètement, vous avez en fait listé tous les produits qui existaient, les produits potentiellement dangereux, vous avez fait matcher les deux, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, notre source d'information, c'est bien évidemment la liste de composition transmise par les fabricants. Alors parfois, ils sont un petit peu lents à nous transmettre les données. Donc, on se demande pourquoi. Oui, on utilise des tiers qui travaillent pas seulement pour nous, mais aussi pour la grande distribution. Vous savez qu'il y a une obligation sur Internet, sur les sites Drive de la grande distribution, d'indiquer la composition des produits. Eh bien, cette information est donnée par des organismes qui transmettent ces données. Eh bien, nous les utilisons de la même manière pour avoir une information la plus fiable possible et la plus à jour. Olivier Andreau, ça c'est pour l'information. Il y a cette application, et elle a aussi un côté participatif, on va y venir. Mais quand même, ces produits, ils sont potentiellement toxiques, ils sont pourtant sur le marché. Pour vous, pour UFC Que Choisir, ils devraient être interdits. Bien sûr. Les raisons pour lesquelles ces ingrédients sont toujours sur le marché, eh bien, il y en a plusieurs. La première raison, c'est que tous ces composés, ils ont été autorisés certes par les procédures européennes, mais sur la base d'études toxicologiques qui n'ont pas été réalisées, mais en tout cas financées par les fabricants de ces composés. Donc il y a déjà un biais. Ensuite, ces laboratoires qu'on peut espérer être indépendants transmettent ces études toxicologiques non pas aux autorités, mais d'abord aux fabricants. Et après, c'est le fabricant qui transmet tout ou partie de ses études. Donc, deuxième biais. Et ensuite, troisième biais, eh bien, les autorités ne font jamais de contre-analyse. Elles se contentent de relire ces études toxicologiques. Donc, vous comprenez bien que dans ce contexte-là, il y a évidemment des risques majeurs que le fabricant transmette des études qui sont systématiquement favorables. Et c'est pour ça qu'il faut souvent attendre des années après l'autorisation de ces molécules pour que des laboratoires réellement indépendants donc, mettent en évidence la présence de risques qui doit être confirmé par d'autres laboratoires. C'est ça la science, il faut un ensemble d'études indépendantes qui confirment un risque pour que, enfin, les autorités européennes restiennent, voire interdisent ce type de composés. Et donc, au-delà de l'information et de l'application que vous mettez en place avec UFC Que Choisir, vous appelez les pouvoirs publics à agir. Oui. De quelle façon? Tout d'abord, lorsque on commence à avoir un nombre d'études suffisamment important qui mettent en évidence un risque important, pour nous, on applique le principe de précaution. On ne va pas attendre une énième relecture des données qui sont transmises par les fabricants, on interdit ou on restreint en fonction du type de risque. Ensuite, la deuxième chose, nous, ce que nous demandons, c'est que ces informations qui figurent sur ce produit, qui sont complètement illisibles, complètement incompréhensibles, eh bien, qu'on fasse une véritable réforme des mentions d'étiquetage au niveau européen, un petit peu à l'image de ce qui existe avec le Nutri-Score. Vous vous souvenez, il y avait en 2011, les autorités européennes ont rendu obligatoire cet étiquetage avec des glucides, des lipides, avec des chiffres compliqués à la virgule près. Personne n'y comprend rien. Et en revanche, le Nutri-Score, eh bien, c'est une manière de traduire ces mêmes informations, mais de manière immédiatement compréhensible. Eh bien, nous voulons la même chose sur les produits cosmétiques, détergents et alimentaires. Alors, ceci dit, Olivier Andreau, on parle de produits toxiques. Ils ne sont pas forcément tous à mettre dans le même panier. Ils ne sont pas tous aussi dangereux pour la santé, j'imagine. Absolument, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, en fonction de l'étude bibliographique qui a été réalisée par nos ingénieurs, que j'évoquais tout à l'heure, qu'il y a une gradation dans les types de dangers que nous évoquons, donc avec ce code coloriel, qui va de vert à jaune, orange et jusqu'à rouge pour les denrées, enfin pour les ingrédients les plus problématiques. Et puis il y a eu des progrès malgré tout qui ont été faits, alors en partie grâce à vous, en partie grâce à UFC Que Choisir, mais on parlait des cosmétiques tout à l'heure, c'est toujours problématique, mais quand même moins qu'il y a quelques années. Ah, c'est très clair.
Lorsque nous avons lancé la première version de cette appli, qui à l'époque ne concernait que les cosmétiques, c'était il y a plus de 7 ans, et objectivement, c'était quand même assez difficile de trouver dans un magasin de la grande distribution des produits alternatifs, un thème de ces produits tout simplement, parce que c'était plutôt des produits bio, ou bien c'était des toutes petites marques qu'on trouvait pratiquement nulle part. Donc on voit qu'avec l'apparition de notre appli, aux côtés d'autres applis bien sûr, et donc cette possibilité pour le consommateur de reprendre la main, de dire moi ce produit qui est plein de composés problématiques et douteux, j'en veux pas, je veux des produits qui sont indemnes, ça a mis une terrible pression sur les fabricants qui ont remplacé ces ingrédients problématiques par des ingrédients d'une parfaite innocuité. Donc ça veut dire que il y a vraiment, le changement est possible. On peut changer effectivement, il y a toujours la possibilité de choisir un produit dans tous les rayons de la grande distribution. Eh bien merci beaucoup Olivier Andreau, je rappelle que vous êtes chargé de mission alimentation à UFC Que Choisir. Je rappelle aussi cette application donc, que j'ai téléchargée sur mon téléphone portable, je vais pouvoir l'utiliser. Ça s'appelle Quel produit? On peut bien sûr la télécharger à la fois sur Apple et sur Google Play. Merci encore d'être venu nous en parler. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission. Vous pourrez la retrouver en replay sur le site du Figaro d'ici quelques minutes. Demain, vous retrouverez la fantastique Victoire Sicora à la présentation de Bienvenue en Ile-de-France, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. À bientôt.